Et l'invité ce matin, c'est Laure Lavalette. Bonjour. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes, je le rappelle, député du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. On va parler de l'actualité parlementaire dans un instant. Mais d'abord, l'actualité du président de la République. À 10h30, je le précise, il se rend à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sera une émission spéciale à suivre en direct sur LCI avec Elisabeth Martichoux, un an avant la réouverture de la cathédrale. Mais hier soir, il a reçu à l'Élysée le prix annuel de la Conférence européenne des rabbins, qui récompense la lutte contre l'antisémitisme notamment. Et à cette occasion, le grand rabbin de France, sous les yeux du chef de l'État, a allumé une bougie de Hanouka, fête juive qui commençait hier soir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été interpellés, choqués par cette image ? Oui, interpellé, je pense qu'on l'a tous été. C'est quand même une entorse, j'allais dire, inédite à la laïcité. Je pense qu'il essaye de se rattraper, de ne pas avoir été à la marche contre l'antisémitisme, où effectivement on l'attendait. C'était un grand moment d'union nationale, où nous montrions évidemment le soutien à nos compatriotes de confession juive, dans un moment difficile pour eux, où il y a une recrudescence d'actes antisémites terribles, où une partie de la classe politique souffle sur les braises. Mes voisins d'en face, effectivement, de la NUPES, ont quand même un comportement très trouble. Marche à laquelle le RN était et pas LFI, en effet. Voilà, et donc je pense que Emmanuel Macron, c'était peut-être une fausse bonne idée. Il a voulu, j'allais dire, faire un geste. Je pense que nos compatriotes de confession juive sont très attachés à la laïcité. Je pense pas qu'ils avaient envie de se retrouver au cœur d'une polémique ce matin. Voilà, encore une fois, je pense que c'est à côté de la plaque. On a du mal à comprendre un peu véritablement ce que veut Emmanuel Macron. Mais si Marine Le Pen était élue présidente de la République en 2027, elle ne participerait pas à des célébrations religieuses, elle ne s'associerait pas à des cérémonies de certains cultes en France. Je pense que c'est très différent d'aller dans une synagogue que de faire venir la synagogue à l'Élysée. Je pense que le président de la République est allé voir le pape au Vélodrome à Marseille quand il était là. Vous avez Ça dit nous a ce pas matin. choqué. Non, mais moi, je veux dire, la laïcité, c'est pas la négation des cultes non plus. Il peut évidemment s'y rendre. Je pense que là, ce qui était un peu choquant, c'est que ça soit à l'Élysée. Et c'est vrai que ça remet, c'est un coup d'épée quand même à ce principe de laïcité. Je vois pas comment maintenant il va pouvoir râler sur ces crèches, par exemple, qui font tant polémique dans les mairies ou dans les départements. Notamment Louis Alliot à Juste devant sa mairie. Exactement. Mais quelle est la différence entre le chef de l'État qui reçoit le grand rabbin avec une bougie C'est très différent, c'est pas à l'Élysée. Vous voyez bien, c'est pas à l'Élysée. Là, c'était quand même très. Et puis je pense que ça ne met pas nos compatriotes de confession juive dans une position qui est facile. Je pense que se retrouver au cœur d'une polémique, à mon avis, n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Donc il n'y aura rien de religieux et pas de crèche non plus à l'Élysée Voilà, si ça. le RN accède au pouvoir. Hier, beaucoup plus sérieusement, le chef de l'État a aussi évoqué l'hypothèse d'un hommage aux victimes du Hamas. Il le disait en effet devant certains compatriotes de confession juive en disant je le ferai en accord avec les familles, en concertation, mais il se trouve que certaines familles ont encore des otages puisqu'il reste des Français portés disparus dans la bande de Gaza. Il a raison d'attendre pour le coup ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un otage, c'est un hommage qu'on attend depuis longtemps. Je pense que plus le temps passe et plus c'est trop long. Je pense que les Français avaient envie, encore une fois, d'avoir une communion et un hommage. Voilà, et je pense qu'il est temps de le faire. Même si le bilan n'est pas définitif, même si bien sûr, et on attend, et j'imagine bien que tout est mis en œuvre pour que nos compatriotes reviennent et ne soient plus otages du Hamas. Mais il n'empêche que pour les familles qui ont déjà perdu des membres de leur famille, il est temps de faire un hommage. Bon, venons-en à l'actualité parlementaire, puisque ce qui occupe en ce moment l'Assemblée nationale, c'est la loi immigration, débattue en commission des lois d'abord. Elle arrive en séance publique dans l'hémicycle à partir de lundi. Il y aura notamment ce qu'on appelle, dans le jargon parlementaire, une motion de rejet, qui a été déposée, celle-ci, celle qui va être examinée par les écologistes, mais qui peut, si elle est votée, si elle est adoptée, faire tomber le texte, en tout cas interrompre le débat à l'Assemblée dès lundi. Est-ce que les députés RN voteront en faveur de cette motion de rejet, et donc en faveur du rejet du texte ? Bon, c'est bien tenté, Monsieur Gindre, mais je ne divulgacherai pas, évidemment, ce que nous allons faire. Nous allons en discuter. Je pense qu'il est aussi important de discuter cette loi et d'aller discuter de ce projet que nous trouvons très insuffisant. La décision n'est pas prise. Elle sera prise lundi. On a une réunion de groupe avant le début de la séance. Encore une fois, je pense qu'il est important de parler de ce texte, de montrer à quel point il est pas assez à la hauteur. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Schuttel, ancien secrétaire d'État du Conseil constitutionnel, qui lui-même dit qu'il n'est pas du tout, il n'a pas pris la mesure de l'enjeu migratoire. Il y a trop d'angles morts, de trous dans la raquette. Il est important de parler de ce texte. Moi, j'entends en creux
eux, il est important d'avoir les, on va dire, 2 semaines de débat qui sont prévues en séance publique pour faire valoir vos arguments. Peut-être, Monsieur Gendre. Il va falloir attendre lundi. Qui plaiderait pour voter pour le rejet de ce texte. Il y a des arguments pour les 2 options qui sont là, évidemment, parce qu'une motion de rejet obligerait le gouvernement à rendre une nouvelle copie, ou alors à faire une commission mixte paritaire, ou alors à renvoyer le texte devant le Sénat. Mais on sait bien que le Sénat avait expurgé ce texte, notamment de l'article 3, de la régularisation des clandestins sur les métiers en tension, qui est l'article, j'allais dire, le plus polémique. Le reste est très petit bras, mais ça, c'est l'article qui, j'allais dire, est la prime à l'illégalité. C'est l'article qui envoie le signal aux gens: venez de façon illégale en France, venez faire la plonge et vous serez régularisés. Donc je ne pense pas que ça sera l'option, si jamais motion de rejet il y a, qui sera prise par le gouvernement. Pourquoi jouer le mystère sur votre position? Parce qu'on réfléchit, Monsieur Gendre. On réfléchit, et puis voilà, c'est le jeu parlementaire. Un peu de tactique aussi. Sur le fond, vous l'avez rappelé, le texte ne disparaît pas, même si la motion de rejet est adoptée lundi. Ça modifie son parcours parlementaire. Oui, mais il peut disparaître quand même. Si c'est l'option qui est choisie par le gouvernement, il est obligé de rendre une nouvelle copie. Il y a quand même une option qui est revenir au texte du Sénat, qui est le seul qui a été voté pour le moment par une chambre. C'est un texte qui a été durci par les sénateurs, qui est plus éloigné des positions du gouvernement, qui peut convenir à Gérald Darmanin. Est-ce qu'il peut vous convenir à vous? En fait, ce texte, encore une fois, c'est un petit texte ordinaire, alors qu'on est dans un contexte migratoire complètement extraordinaire. Mais Marine Le Pen et vos députés ne cessent de dire: nous sommes prêts à voter ce qui va dans le bon sens. Est-ce que le texte du Sénat, tel qu'il est sorti du Sénat, c'est ce qu'on a toujours fait, Monsieur Gendre. Vous qui êtes un observateur de la vie politique, vous avez vu que depuis le début, même quand un texte ne va pas assez loin, s'il peut améliorer le quotidien des Français, nous les avons votés. Donc là, nous verrons. Je ne peux pas vous dire, moi, en avance, avant même d'avoir examiné ce texte, ce qu'il en est. On fera le bilan. Je reviendrai vous voir à la fin du travail parlementaire. Mais vous savez, quand vous avez un texte qui ne parle pas des mineurs isolés, qui ne parle pas du droit d'asile, du droit du sol, il est trop petit bras, ce texte. Le texte du Sénat, c'est quand même... Pas d'article 3, comme vous l'avez évoqué, sur les régularisations pour les métiers en tension. Au secours, oui, vous savez que ça va être très très compliqué, parce que le gouvernement, notamment Sacha Houlié, qui est quand même un député, un député, oui, mais dans votre sens. Il n'y aura pas la majorité, vous imaginez bien, et c'est bien le problème du gouvernement, puisque la moitié de son camp est divisée, puisqu'un député comme Sacha Houlié ne le votera jamais s'il n'y a pas l'article 3. Donc vous imaginez bien. Député RN, vous n'avez pas besoin de vous imaginez bien, moi je ne vous dirai pas avant, évidemment, on va attendre de voir les débats. Ce qui me navre un peu, c'est que dans tous les débats, je ne trouve pas le gouvernement très ouvert. Vous voyez, il a quand même du mal à voter nos amendements. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Je veux dire, on verra bien, mais peut-être qu'ils seront touchés par la grâce et qu'à ce moment-là, ils vont voter nos amendements. Certains de vos amendements sont votés, ça ouvre. On verra, encore une fois, on verra jusqu'où va ce texte. Pour l'instant, encore une fois, je vous le dis, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu migratoire. Et puis, je vais vous dire, on va peut-être en parler, mais hier, nous voulions... dénoncer l'accord de 68, vous savez, qui fait des liens très particuliers entre la France et l'Algérie. Les Républicains l'ont proposé. Voilà. Nous l'avons voté, mais si vous voulez, il y a même une dichotomie. Le gouvernement ne peut pas en même temps vouloir garder cet accord de 68 et faire croire qu'il va avoir une politique ferme en matière migratoire, puisque c'est exactement l'inverse. Une rediscussion pour un avenant, une modification. C'est exactement l'inverse. Il faut absolument le dénoncer si on veut être crédible en disant qu'on va avoir un changement de politique migratoire, parce qu'il nous faut un sursaut évidemment migratoire, et ce qui est important, c'est de graver, il faut une révision constitutionnelle, il faut graver dans le marbre les outils juridiques, politiques, administratifs qui nous permettront de lutter véritablement contre cette immigration massive. Si le texte n'est pas voté, Laure Lavalette, vous avez entendu ce que dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il dit: vous aurez une responsabilité immense. Il le dit à vous, il le dit aux Républicains, surtout bien sûr. En votant contre, vous empêcheriez d'expulser des délinquants étrangers radicalisés, notamment, ce que permet plus facilement ce texte. Je pense, monsieur Jean, n'avoir aucune leçon de morale à recevoir d'un ministre de l'Intérieur qui a un aussi piètre bilan. D'efficacité, peut-être, à défaut de morale. D'efficacité, mais non, mais je vous rappelle quand même que ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir maintenant, ça fait déjà 6 ans. Le taux d'obligation de quitter le territoire français est le plus bas depuis des décennies. Il n'est jamais rentré autant d'immigrés de façon légale que sous Gérald Darmanin. On en est à 500 000 par an, c'est-à-dire la ville de Toulouse. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que légalement, chaque année en France, arrive la ville de Toulouse. Il y a 320 000 titres de séjour, 137 000 demandes d'asile. Il y a entre 400 000 et 900 000 clandestins, c'est difficile, mais c'est monsieur Stefanini, entre 400 000 et 900 000, il y a 40 000 mineurs non accompagnés. Quand on a un tel bilan, on évite de donner des leçons de morale à ses adversaires politiques. Vous avez peut-être observé ce que fait le ministre de l'Intérieur tous ces derniers jours sur son compte X, ex-Twitter.
Il recense les étrangers délinquants renvoyés chaque jour du territoire national. C'est la preuve qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai bien vu qu'il était dans la communication, mais en fait, c'est pas à chaque fois il met 5 OQTF, mais c'est pas 5 OQTF. Je veux dire, quand on en est à 5% d'OQTF non exécutés, alors que la promesse, souvenez-vous d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, était que 100% des OQTF seraient exécutés. Moi, je pense qu'au contraire, on se fait discret. Vous savez, Gérald Darmanin, c'est l'homme quand même du scandale du Stade de France. C'est celui qui a perdu l'imam Iqwissem sur la Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir avec celui-là. Il a quand même un bilan qui est complètement hallucinant, et je pense que dans une démocratie ordinaire, on aurait déjà démissionné. On peut peut-être distinguer l'auteur de la loi et le contenu de la loi. Je voudrais qu'on en vienne aux questions de terrorisme plus directement. Après l'attentat de Paris samedi dernier, il y a eu beaucoup de propositions, le RN en a fait également dans le débat public, pour savoir s'il fallait modifier la loi. La Première ministre a répondu sur ce point. Toutes les propositions peuvent être sur la table, c'est ce qu'elle disait cette semaine à nos confrères de Figaro. Mais, je la cite, il faut que chacun se penche sur les textes déjà adoptés. Elle rappelle une loi prise en 2021 qui, de son point de vue, est un outil puissant. Est-ce que ce n'est pas ça d'abord la priorité, appliquer la loi telle qu'elle existe, telle qu'elle a été votée par les parlementaires? Mais je pense que c'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella quand il a parlé de la rétention de sûreté, par exemple. C'est quelque chose qui existe déjà dans la loi. Ça a été dans la révision du code pénal en 2008. Nous voulons, alors c'est une mesure qui est un peu complexe à mettre en œuvre. Nous voulons qu'elle soit plus facilement mise en œuvre. J'explique aux gens qui nous écoutent, c'est quand vous avez été condamné pour radicalisation ou parce que vous avez fomenté un attentat, à la sortie, une fois que vous avez purgé votre peine, il nous paraît important de réévaluer la dangerosité. Parce que l'assaillant, vous savez, du dernier attentat, avait purgé déjà une peine de 4 ans. Ça nous paraît déjà un peu léger. Je pense qu'il faut alourdir les peines, puisque 4 ans simplement parce que vous avez fomenté un attentat à la Défense, c'est quand même assez léger. Mais il était dangereux. On aurait dû avoir des signaux et on aurait dû ne jamais le remettre en liberté. Je vous rappelle qu'il y a 400 islamistes radicalisés qui sont en liberté. Quand vous faites vos courses, Monsieur Gindre, celui qui pousse le caddie à côté de vous est peut-être un radicalisé, ça pose une vraie question. Ce sont des bombes humaines. Je vous dis, s'ils ont été condamnés, alors, il y a plusieurs cas de figure. S'ils sont étrangers, déjà, il faut que les fichiers S étrangers, les radicalisés étrangers, soient expulsés dans la minute. Ça va déjà libérer du temps pour la DGSI, nos renseignements territoriaux, pour se concentrer sur ceux qui sont français et qui sont évidemment sur notre sol. Soit ils ont été condamnés, on réétablit, on voit la dangerosité qu'ils ont, les liens qu'ils ont pu tisser. La prison ne déradicalise pas, bien au contraire. Et si jamais c'est besoin, on les garde en prison. Et sinon, il faut qu'il y ait cette procédure de justice, d'intelligence avec l'ennemi, qui permet à ce moment-là, si des liens sont véritablement établis, c'est passible de 30 ans de réclusion criminelle. Ce qu'il faut, Monsieur Gindre, c'est protéger les Français. Une guerre nous est menée. L'islamisme mène une guerre depuis 2012. On en est à plus de 300 morts. On a quand même vécu des choses horribles avec le Bataclan. Souvenez-vous, Nice. Encore une fois, la semaine dernière, la France est endeuillée. Il faut prendre la mesure de protéger les Français. Ça devrait être la seule obsession du gouvernement. Il me semble que c'est aussi l'objectif du gouvernement. La question, c'est celle des moyens, de ce que permet le cadre légal, l'état de droit, le Conseil constitutionnel. Sur cette idée d'intelligence avec l'ennemi que Marine Le Pen avait déjà formulée par le passé. Je rappelle très simplement, elle estime qu'il y a un article du Code pénal qui aujourd'hui déjà permettrait effectivement une utilisation dans le cadre du terrorisme. Les juristes répondent non, ça ne marche pas pour le terrorisme. Non, il faut un acte positif, effectif pour démontrer qu'il y a une entreprise derrière. On peut penser que tout va bien et qu'il faut continuer comme ça. On peut penser qu'il y a des règles, des cadres. On peut penser que les choses ont changé. On peut penser que la guerre qui nous est menée, c'est une guerre à mort. On le voit bien. Les Français sont endeuillés. Alors on peut ne rien faire. On peut ne pas avoir de volonté politique et de dire écoutez non, comme ça, c'est comme ça, notre état de droit ne nous permet pas de protéger. Moi, je pense qu'il faut aller chercher partout où on peut évidemment les solutions. Sur les binationaux, et c'est peut-être le cas de l'assaillant qui a tué le touriste allemand. A priori, il avait peut-être une double nationalité, mais il aurait fallu qu'à sa première condamnation, il soit évidemment déchu de la nationalité française. Il n'est pas question que nous gardions sur notre sol des gens qui nous veulent autant de mal et qui veulent tuer nos compatriotes au nom d'un totalitarisme, de cette idéologie islamiste. C'est la raison pour laquelle... Comme les OQTF, il faut que le pays de destination dans lequel vous voulez renvoyer la personne accepte de le reprendre. Entre autres, effectivement, mais ça c'est aussi au président de la République d'avoir, j'allais dire, des relations... Il n'y aura pas de baguette magique en 2027 si vous arrivez au pouvoir. La seule différence, je vais vous dire, c'est que nous, on aura la volonté politique. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté politique. Ça fait 30 ans, vous savez, nous, on a déjà la volonté politique d'avoir dénoncé les choses. Quand vous avez un président de la République qui parle d'attentat, mais pas d'attentat islamiste,
islamiste, de ne pas nommer les choses, ça prouve quand même déjà ce manque de courage. Et vous savez, Marine Le Pen avait en février 2020 préparé une loi pour lutter contre l'idéologie islamiste, les idéologies islamistes, parce que ça passe par les mosquées radicales qu'il faut fermer. Alors, je vous disais, les fichiers S qu'il faut évidemment expulser, c'est un faisceau sur lequel il faut travailler, évidemment, et ce projet est global, et tout le monde porte sa responsabilité, tous ceux qui ont été au pouvoir le portent. Je vais vous dire, je pense à François Fillon, quand il était ministre de l'Éducation et qui a mis sous le tapis le rapport Aubin, qui parlait déjà de l'islamisme à l'école, qui expliquait qu'il y avait des enfants qui ne rentraient pas dans des salles de classe parce que le mobilier était rouge et que le rouge c'était haram, des petits garçons qui ne tenaient pas la main des petites filles en maternelle, des filles qui n'allaient pas à la piscine parce qu'elles ne voulaient pas montrer leur corps, et qui étaient toutes allergiques au chlore. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un problème à l'école, et ça a fini par quoi? Par une fatwa sur Samuel Paty et un professeur décapité. Ils n'ont pas voulu voir les signaux, et puis il devait y avoir un avant et un après Samuel Paty. Alors la Valette, quand il y a l'interdiction de l'abaya à la rentrée dernière par le ministre de l'Éducation... Tout nouveau, et je le salue. Aujourd'hui, y compris pour ces sujets-là, même si ce n'est pas la seule raison, le ministre de l'Éducation dit on va faire des expérimentations sur l'uniforme, il fera des annonces dans quelques jours ou quelques semaines. Il va précisément dans la direction. Je vais vous dire, on peut en parler. Et moi, j'aime beaucoup quand Gabriel Attal pioche dans les idées du Rassemblement national. Souvenez-vous, dans notre niche de l'année dernière, l'expérimentation sur l'uniforme à l'école était un de nos textes. Il n'a pas été voté par la majorité. Donc maintenant, un an après, il se réveille. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas possible. On vous met sur un plateau quelque chose qui, effectivement, pouvait lutter contre ce communautarisme, pouvait lutter contre le harcèlement, pouvait aussi donner un sentiment d'équipe. Hein, c'est tout ce qui est, c'est tous les bons côtés qu'apporte cet uniforme à l'école. Pourquoi est-ce que l'année dernière, ils ne l'ont pas voté? Donc pour le coup, vous soutiendrez s'il y a des dispositions légales? Bien sûr, mais évidemment. Et moi, je me réjouis que Gabriel Attal pioche, évidemment, dans le programme de Marine Le Pen. Mais simplement, j'en finis sur ce que je disais avant. Il faut qu'on tire les leçons du passé. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui se passe. À chaque nouvel attentat, on s'aperçoit qu'ils avaient globalement le même profil. Souvenez-vous, il devait y avoir un avant et un après Samuel Paty. L'après Samuel Paty s'appelle Dominique Bernard. On a eu un deuxième prof assassiné, ça n'est pas possible. Et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de volonté politique, que nous n'aurons pas la main qui tremble au moment de prendre des décisions qui protégeront les Français. Est-ce que prendre les décisions, ce n'est pas parfois accepter d'attendre, de ne pas réagir à chaud, de tirer des enseignements à froid une fois qu'on a toutes les données sans lien avec le terrorisme, si on revient au drame de Crépol, par exemple la mort du jeune Thomas dans la Drôme, il y a eu beaucoup de réactions tout de suite sur un scénario qui semblait préécrit. Vous avez certainement vu cette semaine nos confrères du Parisien notamment, et de Radio France, qui expliquaient que la réalité était peut-être plus compliqué, qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une descente de jeunes hommes venus volontairement s'en prendre à d'autres, mais d'une altercation. Il y a quand même rien de nu, il n'y a pas eu d'effet nouveau du procureur ou de la gendarmerie. Ce que rapportent vos confrères, ce sont des fuites. Le procureur ou la gendarmerie n'avait pas non plus accrédité de manière unilatérale la version initiale. Prenez toutes mes interventions, j'ai été très prudente, évidemment, sur ce qui s'est passé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que factuellement, il y a un enfant de 16 ans qui a été tué par des jeunes qui venaient avec des lames de couteau de 25 cm, et je ne pense pas, monsieur Jeanne, quand vous allez en soirée, vous venez avec un couteau de chasse que vous posez à l'entrée. Donc l'ensauvagement de la société, quand même, quel qu'il soit, évidemment qu'il est là. Moi, je suis une femme politique, je suis là pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Je ne suis pas là pour attendre que les choses passent. Nous n'avons plus le temps d'attendre, monsieur Jeanne. Moi, j'ai des enfants de 20 ans qui vont en boîte de nuit et qui systématiquement, à la sortie, seront embêtés. Ça ne me paraît pas cohérent. Ça n'est pas ce que j'ai vécu, et je veux... Vous savez, j'ai croisé il n'y a pas très longtemps dans ma circonscription un couple de 70 ans me disant « Madame Lavalette, on s'est acheté une lacrymo, on se sent mieux ». Et ce n'est pas du tout la société dans laquelle j'ai envie que mes parents vivent, que mes enfants vivent. Donc non, le politique ne peut pas attendre, monsieur Gindre. Hier, nos confrères du Monde ont publié un sondage de l'Institut Verian, qu'on appelait Kantar précédemment, qui indique que les Français sont désormais plus nombreux à considérer que le RN ne représente pas un danger pour la démocratie, 45%, et 41% sont de l'avis opposé. Si on regarde l'accord ou le désaccord avec les idées de votre parti, le désaccord a chuté. Il y a un désaccord qui est toujours majoritaire, 54%, mais c'est le chiffre le plus bas depuis 1984. Quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites, ça y est, c'est gagné ? Non, mais jamais. On ne se dit jamais ça y est, c'est gagné. Ce qu'on se dit, c'est que on a eu raison assez tôt quand même, parce que ma famille politique depuis longtemps alerte notamment sur les problèmes engendrés par l'immigration, qui sont des problèmes économiques, sociaux, culturels et sécuritaires. Hein. Il suffit d'avoir des yeux pour voir, évidemment, pour s'en apercevoir. Moi, je me réjouis évidemment qu'il y ait une adhésion à ce que Marine Le Pen dit. Je pense que les Français ont compris que nous ne représentions pas le danger que les médias voulaient nous faire croire. Ça fait maintenant
un an et demi que nous sommes à l'Assemblée nationale, où ils ont vu des députés travaillant, des députés qui se spécialisaient, des députés qui étaient sur le terrain. Et je pense que ça a été aussi une formidable vitrine pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui vous empêcherait en 2027 de l'emporter ? Que les Français n'aillent pas voter, simplement. Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un sursaut. Et je pense que les Français ont compris que ceux qui étaient capables, qui auraient encore une fois la volonté politique d'avoir ce sursaut, c'était le Rassemblement national. Quand vous avez eu sans complexe à dénoncer ce qui se passait déjà depuis 30 ans sous les colibés et même sous certaines persécutions, ils se disent que si on est encore là, c'est qu'on sera capable et que nous n'aurons pas la main qui tremble au moment de prendre les décisions qui vont les protéger, qui va remettre du pouvoir d'achat aux Français. Je pense que nous, on a une alternative. Nous, on est là pour dire aux gens, ce que vous vivez n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix politiques désastreux qui ont été faits et contre lesquels nous nous sommes à chaque fois opposés. C'est aussi ça, si vous voulez, j'allais dire, c'est cette virginité aussi d'avoir toujours dit que ça n'allait pas, qui fait que les gens ont confiance en nous. Ça n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'il faut encore que vous modifiez ? Quels sont les progrès que le RN a encore à faire ? Je pense qu'il faut que les gens aillent voter. Vous savez, le grand... Vous n'avez rien à changer, rien à faire. Ah bah si, sûrement. Puis mon mari aussi vous dirait que j'ai sûrement des choses à changer. Non, je parlais du RN, pas vous être personnel. Mais bien sûr que si. Il faut qu'on continue à travailler comme on le fait, à se spécialiser comme on le fait. Vous savez, on est très entouré de gens. Regardez, on a Jean-Paul Garot, qui est le père du parquet antiterroriste. Enfin, Jordan Bardella a annoncé cette semaine sur TF1 qu'il serait sur la liste aux On a des gens très compétents. Je pense que ce qu'il faut, c'est convaincre les gens que s'ils ne s'intéressent pas à la politique s'intéresse à eux et qu'on peut faire différemment. Et je pense que nous incarnons la voie de la fermeté, de la sécurité, du pouvoir d'achat. Ça n'est pas une fatalité, il faut aller voter. Merci Laure Lavalette d'avoir été l'invitée de LCI ce matin.